Bonjour, vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen. Je m'appelle Jacques Monin et je vous propose de vous emmener à la rencontre des auteurs de BD que vous aimez pour mieux les connaître ou pour les découvrir. Dans cet épisode, nous allons nous rendre chez Anne Juillard, qui a accompagné André Juillard pendant près de 60 ans. Quand il a senti qu'il était mal, il m'a dit « Anne, je ne dessinerai plus jamais ». Et pour lui, ça voulait dire « je vais mourir », quoi, parce que ne plus dessiner, c'était pas possible. Ariane, Louise, Léna et d'autres, André Juillard a dessiné de nombreux personnages féminins. Mais la première de ces héroïnes, elle était invisible pour le grand public. Elle s'appelle donc Anne, c'était son épouse, et comme l'auteur des 7 vies de l'Épervier et du Cahier bleu nous a quittés trop tôt, eh bien nous lui avons demandé de nous raconter ce qu'a été la vie et la carrière de son époux. André vu par Anne, c'est donc ce que nous vous proposons d'écouter, et pour cela, eh bien, je vous emmène à Port-Blanc, dans la commune de Penvenant, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Nous pénétrons à l'intérieur d'une magnifique maison de pierre taillée, à quelques encablures du rocher de la Sentinelle. Ici, depuis la véranda, on aperçoit la plage, les bateaux, plusieurs îlots de sable blanc. Le salon découpé par de hautes fenêtres est inondé d'une lumière paisible. Et ici, tout évoque André Juillard. À commencer par les couleurs des murs, jaune et vert pastel qu'il avait lui-même choisi, et les nombreux dessins qui ornent les pièces. C'est donc là, au cœur de son antre, que nous accueille celle qui a partagé sa vie. Anne, on rentre dans votre maison. La première chose qui frappe quand on parcourt le salon et qu'on arrive devant cette grande baie vitrée, c'est la mer, quoi. Vous vivez avec la mer. Complètement. Et puis la mer ici, elle remue parce qu'il y a des marées, donc ça change tout le temps. Les lumières sont super belles. Je crois que c'est tout a vraiment beaucoup plu dans la maison quand on est arrivé. Et maintenant que je vis seule ici, moi la mer, elle me tient compagnie. Et ce qui frappe, c'est que finalement, tout vous rappelle André ici. Oui. C'est pour ça que je ne vais pas quitter la maison. Parce que justement, c'est une présence. Et souvent, je me demande, si c'était moi qui est partie la première, qu'est-ce que je lui aurais laissé ? Lui, ici, il m'a tout laissé. Ses dessins, je sais à quel moment il les a faits, dans quelles circonstances. Et tout ça, ça me rappelle plein de moments de notre vie, de sa vie à lui. Ces dessins, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Par terre ? Par terre, parce qu'on n'a pas assez de murs, comme je vous ai dit, il y a plein de fenêtres ici, donc on ne peut pas accrocher comme on veut. Mais souvent, moi, je change l'ordre des dessins par terre pour les revoir. C'est faire vivre André, et ça, c'est important. Tout est fait pour le rappeler et pour que je vive à peu près moins dans la tristesse quand même. On va monter l'escalier, si vous voulez bien. Oui, je veux bien. Et on se retrouve avec Black et Mortimer, avec des personnages qui ont été repris dans des statues. Bon, au départ, on ne savait pas si on voulait les garder. Mon fils, c'est pas spécialement... Grosse statue, quand même. Oui, lourde en plus, je peux vous le dire. Et mon fils me disait, tu crois, maman ? Enfin bref et tout. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, parce que dans la grosse vitre là, qui est là, qui donne sur l'extérieur, il y a des gens qui ont repéré que c'était Mortimer et Ulrich. Et pour eux, ça fait partie de l'identité de la maison. Et donc, je me suis dit, nous aussi, c'est l'identité de la maison. Même si ça n'a pas été, je le dis honnêtement, les personnages auxquels je suis attachée dans la bande dessinée d'André, mais c'est un vrai travail, il a adoré faire ce travail, et moi, Black et Mortimer, ils sont là. Alors eux, ils sont dans l'escalier, on continue de monter ? Oui, bien sûr. Bel escalier en bois. Oui, qui était là. C'est vraiment une architecture des années 54, je crois. C'est ce qui nous a frappé quand on est arrivé dans la maison avec André, c'est cet escalier. Alors on continue de parcourir cet escalier, et là on arrive au palier du premier étage, et on se trouve face à 2 fauteuils rouges, et surtout une grande bibliothèque, où là aussi toutes les références d'André sont là. Oui, enfin ce qu'il a lu quand il était jeune, enfin, tout ce que vous voyez là, toute la bande dessinée. Les grands maîtres de la ligne claire, les auteurs belges. Oui, qui l'ont influencé beaucoup. Il dessine depuis l'âge de 10 ans. J'ai des dessins qu'il avait quand il était tout jeune. Alors, il y a à la fois visiblement les grands classiques de la BD qu'on lit quand on est jeune, je vois les Gaston, Tintin, etc. Mais il y a aussi ses propres BD. Voilà, mais je crois qu'il était content de se dire qu'il était dans le même, je dirais, panthéon pratiquement, parce que je pense qu'il se pense un peu l'héritier de cette famille-là. C'est comme en bas, on a l'impression qu'il est encore là. Oui, exactement, mais j'ai besoin de ça. J'ai pas envie de me séparer de
Je trouve que son rangement, c'était le sien. Moi, je le respecte. Et tant que je serai là, je pense qu'il restera comme ça. Alors on continue, on va dans son antre. Oui, exact. Donc on monte un étage supplémentaire. Hein. Alors là, le passage se rétrécit. Oui. On est dans un petit passage étroit qui mène au sommet de la maison et qui nous amène dans l'atelier en fait d'André. Atelier qui donne par une véranda triangulaire sur la mer, comme en bas, mais alors là, waouh, c'est époustouflant. Exactement. Et du coup, je pense qu'André, ça ne l'incitait pas beaucoup à sortir. Finalement, c'était plutôt un homme d'intérieur. Mais avoir ce paysage-là, il me dit pourquoi tu veux que je sorte? Moi, je l'ai toute la journée là. Je l'incitais comme à prendre l'air, et peut-être un peu me consacrer du temps, si je dois dire. Et voilà, mais c'est vrai qu'il a une vue magnifique. Les rochers de granit, les îles en face, les bateaux. Les 7 îles qui sont au large de Perros. De l'autre côté, il y aurait Perros-Guirec, et de l'autre côté, on habite plutôt sur la côte sauvage, mais on voit les îles, effectivement, d'ici. Alors, la chose qui frappe les gens quand ils viennent ici, ils trouvent qu'il n'a jamais travaillé dans un grand espace, André. Il n'aimait pas faire les grands formats, c'était pas son truc. Et finalement, ici, ça lui convenait complètement comme format, comme dimension, je veux dire. Alors là encore, André, il est là. Enfin, il y a tous les crayons, il y a tous les pinceaux, bien rangés dans des mugs. Il y a les dessins sur la table. On a l'impression qu'il va entrer, quoi. Si vous voulez, je vous montre ces tiroirs que je n'ai pas touchés, qui sont juste dans son bureau, quoi. Tout est rangé. Toutes les économies. Ah oui, les encres. Voilà, oui. Ensuite, il y a du papier. Du papier, oui. Alors par contre, le papier, ici, j'en ai trouvé, mais des tonnes de papier, parce que c'est un amoureux du papier. Chaque fois qu'on voyage, enfin les rares fois, si on a quand même voyagé, on finissait toujours chez un fournisseur de papier. Il a acheté des tas de carnets, des tas de papiers, etc. J'ai l'impression qu'André se voyait vivre jusqu'à 100 ans ou 110, je sais plus. Il y a énormément de papier, de carnets bien sûr, mais même des rames de papier, parce que ce qui l'intéressait, c'était le grain du papier, la texture, tout ce à quoi il s'intéressait quand il devait dessiner. Voilà donc pour le cadre dans lequel évoluait André Juillard durant les 4 dernières années de sa vie. Mais si le couple, qui avait auparavant déjà une maison secondaire à Tréguier, à 15 km de là, s'est finalement installé ici durant les dernières années, eh bien c'est grâce à leur voisin et ami dessinateur, François Avril, et à Dominique, son épouse, qui est aujourd'hui décédée. On se voyait souvent, on se baladait, on dînait ensemble tous. Et un jour, Dominique m'appelle, donc Dominique Avril, me dit, tu sais, la maison qui est à côté de chez nous est à vendre. Et je lui dis, on n'a pas besoin de maison, on en a une. Il me dit, tu devrais venir voir, Anne, t'as des petits-enfants, t'arrêtes pas de faire l'aller-retour au bord de mer. Et je me laisse convaincre. Et quand je rentre dans la maison, je suis complètement séduite par le fameux escalier, la lumière. Et le soir, j'en parle à André. Et André me dit, pourquoi veux-tu qu'on déménage? Moi, j'adore notre maison et tout. J'ai pas réussi à le convaincre, mais Dominique l'a réussi à le convaincre. Et donc, il est venu. Et lui-même a été ébloui par les volumes, par, effectivement, la vue sur la mer, etc. Pendant, je pense, 48 heures, on ne s'est pas parlé. On n'arrivait pas à prendre la décision de savoir si on pouvait ou pas changer. Puis un beau jour, enfin, plutôt en pleine nuit, je lui dis, écoute, là, il faut prendre une décision. On va pas, si on ne prend pas de décision, elle va nous passer sous le nez, ou bien on dit oui, on dit non. Et là, il m'a dit, on dit oui. Et je crois qu'on l'a jamais regretté. Ce que je regrette, vraiment moi, c'est qu'il n'y a pas habité très longtemps. Il a habité 4 ans dans cette maison, donc la dernière année de façon un peu plus douloureuse, mais il est partout, donc je ne la quitterai pas. Mais à l'origine, ça devait être une maison secondaire ? Oui, on pensait qu'on allait garder notre appartement à Paris, et puis venir là comme on faisait pour l'autre. Et puis une fois les travaux terminés, le confinement aussi aidant, André me dit, mais c'est ridicule, on devrait habiter là tout le temps, la maison est super agréable, très confortable. Et là, j'ai pas donné 48 heures. Le jour même, j'ai dit oui tout de suite. Et on n'a pas regretté d'être là. Et franchement, à l'heure actuelle, dans la situation où je suis, seule, André est là quand même. J'ai pas touché à ces gobelets d'encre, de d'eau, j'en sais rien. J'ai un peu rongé parce qu'il y a pas mal de poussière, mais à part ça, je crois que je n'ai rien touché. Et j'ai pas envie.
difficile en effet d'effacer les traces de celui qu'on a aimé et qu'on a côtoyé durant si longtemps, parce que l'histoire d'Anne et d'André, elle a en fait démarré très tôt. Ils se sont connus dès leur adolescence. On s'est rencontrés l'année du bac. On était tous les deux dans le même lycée, après des épisodes compliqués dans nos familles respectives. André, il a une famille très douloureuse du fait qu'il a perdu sa mère quand il avait 3 ans et demi. Donc il est resté à Paris avec sa grand-mère jusqu'à ce qu'il rentre en 6e, je crois. Et après, son père, qui était vétérinaire à la campagne, est allé s'installer à Bord-les-Orgues, dans la Corrèze, qui est quand même pas une ville très joyeuse. Et de toute façon, la solution, c'est d'être pensionnaire. Donc il a été pensionnaire à Ussel, ensuite à Clermont-Ferrand. Et pour finir, à Montferrand, donc le lycée mixte de la région. Et moi, à cette époque, après aussi une famille très compliquée, j'ai demandé à mes parents d'être pensionnaire parce que c'était juste dramatique à la maison, et pour avoir la paix finalement, et pour pouvoir faire des études normalement. Et pareil, ma mère s'y est pris un peu au dernier moment, et le seul endroit où il y a eu de la place, c'était dans ce lycée mixte, le premier lycée mixte de la région. On est en 65, je crois. André avait 17 ans et moi 18. Et on s'est retrouvés au lycée ensemble. Et le hasard a fait qu'il s'est mis à côté de moi, ou je me suis mis à côté. Non, c'est même le prof de philosophie qui nous a placés l'un à côté de l'autre. C'est lui qui a dit à André, mettez-vous donc là, à côté de cette jeune fille. On nous appelait jeune fille à l'époque. Et donc, l'histoire a commencé comme ça. J'étais complètement surprise de voir quelqu'un qui écoutait certainement, mais qui dessinait tout le temps. Il dessinait en permanence, même quand il était en cours. Ce qui agaçait certains profs. D'autres, au contraire, étaient plutôt épatés déjà par la dextérité de ce qu'il faisait. Mais là, vous avez 17-18 ans, enfin... Moi, j'avais un an de retard. Donc, j'allais avoir 18 ans et André en avait 17, quoi. Il allait avoir 18 ans l'année de... Là, on a vraiment passé le bac. Et puis, l'un et l'autre, on a redoublé, chose que j'ai jamais dit à mes enfants, que j'avais redoublé aussi. Du coup, ça a été une 2e année. Lui, il était en sciences expérimentales. Moi, j'étais à nouveau en philo. Et on ne s'est pas perdu de vue. Et on ne s'est jamais perdu de vue depuis. Et pourtant, ils auraient pu se perdre de vue. Parce qu'André va quitter Clermont-Ferrand, il va quitter le lycée, pour prendre une direction qui n'a rien à voir avec le dessin, et encore moins avec la BD. Il a choisi d'aller faire ses études à Lyon, pour faire médecine, qui était la grande surprise de ses parents, parce qu'ils avaient bien remarqué quand même qu'il avait, comme il dit lui-même, un petit talent. Et ses parents, qui n'étaient pas du tout comme les miens, à penser qu'avec l'art, on ne ferait rien. Et s'est dit non, moi je sais pas ce que je vais faire avec du dessin. J'adore dessiner, il dessinait tout le temps. Donc c'était plutôt ses parents qui voulaient l'encourager à dessiner, mais lui qui disait non, je veux être médecin. Voilà, je vais essayer de faire médecine, parce que je ne vois pas ce que je vais faire avec... Donc il fait médecine, il commence à faire médecine, puis est arrivé mai 68, donc les études ont été très perturbées. Il a fait toutes les affiches, je pense, pour les manifestations, etc. C'est dommage, on n'a pas gardé. Je crois que ses copains de médecine sont bien rendus compte que c'était intéressant de les garder, et on n'en a pas. Alors, ces années de médecine, il vous dira qu'il a appris l'anatomie, qu'il a beaucoup servi après, pour dessiner les personnages que l'on connaît. Et puis finalement, il a passé 1 fois, 2 fois médecine, il ne l'a pas eu. Et là, ses parents lui ont dit, mais attends, fais ce que tu as envie de faire. Son père, qui était quand même pas super argenté, surtout qu'ils avaient 5 enfants. Donc, partir à Paris, payer un atelier de prépa, bon voilà. Mais son père l'a fait. Sa mère est encouragée par celle qui est devenue sa belle-mère, qui en vérité était la sœur de sa mère. Donc c'est une histoire un peu compliquée. Et qui lui dit « Mais non, il faut que tu fasses ça, et pas de problème. » Donc il a fait un atelier préparatoire à Paris. Et moi, à ce moment-là, j'habitais Dijon chez mes parents, où j'exerçais un métier que je déteste, voilà, mais qui me permettait d'être autonome. C'est-à-dire que... D'avoir de l'argent. De l'argent et de partir, parce que vraiment l'ambiance était trop difficile. Voilà. Et donc André est à Paris. Enfin, il était dans son élément. Je crois que c'est là où il était le plus heureux au cours de ses études, parce qu'il a dessiné. Il n'y avait que du dessin. Et puis peut-être des choses plus théoriques comme la perspective, dont il pense que sans perspective, on dessine mal. Puis il a présenté les concours. Chose qu'il ne vous dira jamais, c'est qu'il est arrivé premier au concours des Arts Déco. Il est rentré aux Arts Déco et il a été pendant 4-5 ans aux Arts Déco.
Sa carrière est donc déjà en train de se dessiner, mais durant ses premières années aux Arts Déco, il ne va pas vraiment s'épanouir. J'ai trouvé que c'était trop intellectuel et pas assez pratique. Il me disait, on a des cours de communication visuelle, mais il n'y en a rien à foutre, excusez-moi le terme. Mais... Et lui, ce qu'il adorait surtout, c'était dessiner. Voilà, je crois que c'est un dessinateur né et que le dessin, ça fait partie vraiment de ce qu'il préfère. Son ADN. Voilà, son ADN, tout le temps. Et puis, finalement, on s'est mariés assez jeune. Il avait 23 ans. Moi, j'avais pas assez d'argent pour être vraiment encore autonome financièrement. Mes parents, qui étaient très stricts, m'avaient dit, tu n'iras à Paris que si tu te maries. Et comme deux crétins, on a suivi nos parents. Peut-être qu'on n'a pas regretté. Après, on s'est mariés jeunes. Ouais, pourquoi deux crétins ? Parce que, dans ce que je veux dire, on aurait pu mener une vie beaucoup plus libre, qu'on avait par ailleurs, bien sûr. Mais il fallait se marier. Si je devais aller à Paris, je devais me marier pour... C'était une façade, ça. Après, vous faisiez ce que vous vouliez, non ? Oui, sauf qu'on n'a jamais été... André était très accaparé par le dessin. Et moi, je faisais bouillir la marmite, donc je travaillais quand même. Et donc, du coup, il n'a pas eu cette vie d'étudiant... insouciante à Paris, etc. Il était au BHV. À l'hôtel de ville ? À l'hôtel de ville. Et il vendait des clous, des trucs, du bricolage, tout en faisant ses études et tout. Donc il a rapporté un peu d'argent, mais c'est moi qui rapportais l'argent du ménage. Au départ, on habitait en banlieue. Vous étiez, comme on disait à l'époque, soutien de famille. Soutien de famille, voilà. Et d'ailleurs, je dois dire un détail, en étant soutien de famille, le premier salaire que j'ai perçu, comme j'étais mariée, il fallait l'autorisation de mon mari pour avoir un carnet de chèques et un compte personnel. On était quand même en 71. Et à cette époque, André était quand même quelqu'un d'assez tourmenté, se demandant vraiment ce qu'il allait faire, etc. Donc il était plutôt très angoissé. Il a eu des crises d'angoisse terribles. Et c'était assez dur à vivre, hein, parce que je me demandais, je me disais peut-être qu'on s'est engagé trop tôt, peut-être que je sais pas, enfin bref. J'avais l'impression quand même d'être un soutien, ce que je pense qu'il a toujours pensé, mais très angoissé sur l'avenir, se demandant ce qu'il allait faire de son dessin. Donc il a quand même été pendant 4 ans aux Arts Déco, avec des belles crises d'angoisse. Donc je me souviens pas ça comme d'une période... Très agréable. Non. Je me disais, on ne peut pas se laisser envahir par l'angoisse. En plus de ça, sa vie personnelle a été aussi endeuillée. Il a un frère qui, l'année de notre mariage, a eu un terrible accident de voiture. C'était un sportif. Il s'en est sorti, mais je sais qu'il a été très inquiet pour son frère. Et l'année d'après, cette sœur, qui avait 1 an de moins que lui, s'est tuée un accident de voiture. Donc il n'y avait rien dans notre vie qui nous rappelait qu'on pouvait être super joyeux. Moi, mon père, à ce moment-là, avait une vie aussi très difficile. Il était aveugle, il est devenu aveugle très, très jeune, enfin vers 45 ans. Et toute la vie a été vraiment compliquée. Dans leur petit appartement de Juvisy-sur-Orge, les premières années du couple sont donc difficiles. Le jeune André est un homme tourmenté qui va établir une cloison d'ailleurs entre sa vie personnelle et ses études. Ainsi, pendant très longtemps, Anne ne connaîtra pas ses amis de promo et eux ne sauront même pas qu'André était marié avec elle. À l'époque, ces démons le travaillent tellement d'ailleurs que sa santé aussi va en souffrir. Un jour, il me dit « Tiens, ce soir, si tu veux... Quand tu sortiras de ton travail, viens me rejoindre dans un café. » Je dis « Ok, très bien, j'étais ravie. » Finalement, ce jour-là, j'ai vu arriver ses copains sans André. Et je me demandais ce qui se passait. Et André a eu un énorme malaise, vraiment affreux. Et finalement, il a été hospitalisé pour des pneumothorax spontanés. Donc, il y a une espèce d'angoisse qu'il avait toujours. Déjà, il fallait éponger les blessures de l'enfance. Et puis, se projeter dans une vie... professionnel dont il ne connaissait pas encore vraiment ce qu'il allait faire quand même. Donc je pense qu'il y avait toujours une angoisse un peu latente. Et ce jour-là, j'ai compris que toutes ces angoisses s'étaient transformées par une maladie qui l'a beaucoup affecté. Il a été au moins 6 mois absent des Arts Déco, ce qui était quand même énorme. Et tout compte fait, cette rencontre ratée avec ses amis, on ne l'a jamais eu. Mais ses amis ne savaient pas qu'il était marié. Non. Alors je pense que justement, avec cet épisode d'hospitalisation, ou plutôt de rencontre avec un médecin, j'étais là, évidemment, et ils ont su qu'il était marié à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais tenu rigueur. Je me disais, c'est notre vie,
C'est vrai qu'on vivait à cette époque assez recroquevillés l'un sur l'autre, parce que moi je travaillais et que les trajets étaient très longs, on habitait en banlieue, donc ça n'était pas beaucoup de temps pour rencontrer du monde, et ça nous convenait comme ça. J'ai l'impression que nous, de temps en temps, je me dis, on n'a pas eu de jeunesse, on n'a pas eu cette jeunesse dont tout le monde parle, d'écouter de la musique. On écoutait de la musique de notre époque, mais on n'allait pas à des concerts, on sortait très peu. Nous, on a mené une vie assez cloisonnée, comme vous dites. Et le jour où tout ça s'est terminé, où il s'est retrouvé bien physiquement, moralement, il était libéré aussi de quelque chose. Peut-être que c'est une psychologie très particulière, mais pour répondre, non, il m'a jamais fait rencontrer ses amis. Et moi, dans mon boulot, je rencontrais des gens, mais c'était pas tout à fait le même milieu. On était plutôt très solitaires, très recroquevillés sur nous-mêmes et la famille aussi. Mais le fait qu'il ne parle pas de sa vie personnelle, finalement, ou familiale, ça révèle aussi des choses de lui. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'aimait pas parler de lui, c'était quelqu'un qui était beaucoup sur la réserve. Et en même temps, pour qui la camaraderie, c'était important. Bien sûr. Oui. Après, évidemment, on a rencontré quand même... j'ai fini par rencontrer Martin Véron, par rencontrer Jean-Claude Denis. Après, ce qui l'a vraiment aidé, je crois, c'est cet amour du sport. Il y a beaucoup d'auteurs, de dessinateurs qui se sont rendus compte qu'ils aimaient la même chose et ils ont formé une équipe de foot qui s'appelait le Mixon BD Club. Et ils se retrouvaient, dans les années 85-86, ils ont tous fait partie d'une équipe de foot et donc ils jouaient tous les samedis au Parc de Sceaux. Ils se retrouvaient ensuite à la Coupole où ils allaient déjeuner et nous on arrivait pour le café. Mais j'ai adoré ces moments qui étaient partagés avec notre fils. Après, il a fait du tennis aussi avec Enki Bilal. Enki Bilal, oui. Pierre Christin, avec Loustal, alors qui était vraiment un très grand aussi, qui jouait pas du tout au foot, lui, mais plutôt au tennis. Enfin, tout ce groupe s'est fédéré autour de quelque chose d'autre que leur métier. Je pense que c'était un moment très sympathique. Et ensuite, il y a eu souvent des rencontres, effectivement, dans des festivals. Mais il revenait toujours enchanté parce qu'il avait fait des rencontres extraordinaires avec des gens qu'il aime bien. Par exemple, Cosé, je ne sais pas qui d'autre. Enfin voilà, plein de gens pour qui il avait une franche amitié et une profonde admiration, je pense, aussi. Le très réservé André Juillard aura donc finalement peu à peu une vie sociale accomplie. Les vernissages, les festivals, les soirées à la maison sont autant d'occasions de partager, notamment avec des dessinateurs comme lui. Et plus tard, il mêlera d'ailleurs parfois sa vie personnelle et sa vie professionnelle en participant à des initiatives plutôt originales. Avant que Moebius décède, tout d'un coup, je crois que c'est Jean qui a dit à Isabelle, son épouse... Jean Giraud, pardon, oui. À Isabelle, son épouse, qu'il aimerait bien dessiner avec des amis. Il y a eu des rencontres de 5 dessinateurs. Il y avait donc Jean, Jacques Deloustal, François Avril, Matotti et André. Et les réunions se faisaient dans l'atelier à tour de rôle de chacun. Et donc tout le monde est venu à la maison. Il y avait un thème qui était donné la veille, auquel ils devaient réfléchir. Et le matin, vers 10h, 10h30, ils se mettaient au boulot. Et le soir, on se retrouvait tous chez la personne invitante, nous les femmes, qui faisaient le dîner. Et ça a été des moments hyper joyeux. On tirait au sort et chacun est reparti avec un dessin des autres. Donc, ce sont les dessins qui sont dans votre montée d'escalier. Voilà, exactement. Malheureusement, ça s'est arrêté parce que je pense que c'était très peu de temps avant la mort de Jean et puis que plus personne n'avait le goût de faire ça. Et je dois dire que depuis qu'André n'est plus là, ces mêmes amis m'appellent, me laissent des messages et je suis assez touchée de ne pas être oubliée. Dans les années 70, on l'a vu, André s'inquiète de ce que sera sa carrière. Mais un événement va précipiter les choses. André ne terminera pas les arts déco parce qu'un travail de dessinateur va se présenter à lui. Aux arts décoratifs, il y a un éditeur, qui est les éditions de Fleurus, qui ont proposé de faire un concours pour des auteurs. Et que les auteurs qui seraient sélectionnés, intégreraient de la rédaction. Donc il n'a pas été premier. Il a été deuxième. Et vous ne devinerez jamais qui était le premier. C'était celui qui est devenu son scénariste, c'est Patrick Cotias, qui dessinait à l'époque.
Et André est arrivé deuxième. Patrick a décliné l'offre d'être dessinateur, il n'aimait pas spécialement ça. Et André a eu du travail comme ça. Il a commencé audition de Fleurus en n'ayant même pas passé son diplôme. On est dans les années 74, 75. Alors, la bande dessinée, il l'avait abordée, mais pas très bien. Il allait au cours de Vincennes, non ? C'est là qu'il a rencontré Druillet, Giraud, Mézières. Voilà. Giraud était très élogieux par rapport à André. Il disait, oui, tu vas y arriver, c'est super. Mézières l'a descendu en flammes en lui disant, tu es très talentueux sur le dessin, mais tu ne sais pas faire une bande dessinée. Tu ne racontes rien. Tu mets des images qui se suivent, mais c'est pas comme ça qu'on raconte. Donc je me souviens de sa grosse déception quand il est rentré en me disant, écoute, j'ai encore du boulot. Et finalement, Mézières l'a reçu. Il l'a reçu chez lui, l'a aidé. Et il se trouvait qu'on habitait à côté de chez Gigé, Joseph Gillin. Et déjà, Gigé lui avait dit, toi, tu as vraiment... Enfin, il a été très élogieux par rapport à son dessin, sa dextérité, etc. Mais pareil, il lui a appris aussi les rudiments du découpage, du cadrage, etc. Donc Mézières était dur, mais juste. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un hommage qu'il aurait dû lire le jour de l'enterrement de Mézières, où il relate justement cette anecdote de Mézières hyper dure et tout. Et je ne sais pas qui lui a dit, mais il est peut-être dur, mais c'est très bien qu'il soit dur, c'est formidable. Et donc André conclut le petit texte qu'il avait écrit, que c'est un ami précieux, parce que grâce à lui, il a évolué dans la narration, etc. Il a commencé à faire de la bande dessinée tout seul, en faisant des petits scénarios. Je me souviens d'une histoire sur Roméo et Juliette, qui se tenait assez bien d'ailleurs. Et là, Mézières lui avait dit non, arrêtons de faire des beaux dessins. Il reconnaissait son talent en dessin, mais pas la narration de la bande dessinée, qui est un autre travail. Et Mézières, pour conclure, les derniers temps, il disait l'élève a vraiment dépassé le maître et de loin. Mais avant de dépasser le maître, il va lui falloir apprendre et encore apprendre. Il a déjà une bonne idée de ce qu'est l'anatomie, notamment grâce à son passage en médecine, mais il observe aussi beaucoup les grands maîtres de la peinture. Il a beaucoup regardé des tableaux, Géricault par exemple, ou bien David. Enfin, je me souviens toujours de la comparaison quand on regardait des tableaux de Géricault, le radeau de la Méduse par exemple, où il y a plein de personnages amassés. Et ça l'intéressait justement de voir comment Géricault avait pu mettre en scène une scène aussi quelque part violente et surtout très complexe. Et à côté, il regardait un tableau de David, par exemple La mort de Marat, où c'est quelque chose de très sombre, violent aussi et noir, enfin bon voilà. Mais là, il n'y a qu'un personnage. Donc ce qui l'intéressait, c'est de voir comment on pouvait dessiner un personnage quand il est seul, et surtout comment on pouvait voir un personnage quand il est entouré d'une foule. Je pense qu'il a fait beaucoup de recherches là-dessus à partir de peintres qu'il connaissait et qu'il estimait. Et ainsi, peu à peu, son style se précise. Mais André poursuivra en fait cet apprentissage toute sa vie. Et pour comprendre, par exemple, comment dessiner de la manière la plus juste possible, il met parfois aussi sa famille à contribution. La première personne qu'il a sollicitée, je revois encore les photos, je les ai d'ailleurs là-haut, c'est mon fils qui devait avoir 4-5 ans, même pas, 3-4 ans. À ce moment-là, Alexandre, il avait un pantalon un peu bouffant, un peu comme les personnages qu'André dessinait. Peut-être que j'étais influencée quand j'habillais cet enfant. Et je vois Alexandre assis à Canifourchon, sur une chaise, en train de poser. La tête de l'enfant vous montre qu'il n'était pas spécialement heureux de faire ça, mais André, je le vois très bien encore, avec son carnet d'esquisse, en train d'esquisser les plis du vêtement de ce pantalon. Moi, il m'a fait poser plus d'une fois sur des plis, les plis des vêtements. Je crois que c'était important pour lui de rendre la souplesse de son trait nécessitait aussi la souplesse de tout ce qui est représenté. Donc j'ai posé effectivement pour plein de plis, pour plein de choses, pour des attitudes. Le plus drôle, c'était pour Bukowski. Il avait vu Bukowski à la télévision, je crois, je me souviens très bien de la scène avec Bernard Pivot. Et là, il s'est mis à lire Bukowski. Et il a représenté Bukowski dans des scènes intimes, d'un personnage assez gros, pas beaucoup de charme, mais avec une personnalité évidente. Et pour Bukowski, il m'a fait enfiler une veste d'homme avec des bouteilles de vin dans chacune des poches. Il me disait quelle attitude je devais avoir. Donc il avait besoin de visualiser. Et de capter l'instant où vous vous baissez, où vous vous repliez, enfin je sais pas. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, même pour l'essai de vie.
Ariane, sur justement ce que je dis, les plis de vêtements. Aussi, c'est beaucoup inspiré de photos, même des photos de mode actuelles, pour regarder évidemment la vie des tissus, la vie des vêtements sur les gens. Et je trouve que c'est ce qui donne qu'il a toujours un dessin assez fluide, je dirais pas érotique, mais quelque chose d'effectivement de sensuel dans le vêtement. André va donc améliorer son style. Mais durant ses premières années chez Fleurus, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment satisfait de ce qu'il fait. Face à ses maîtres, d'ailleurs, il reste assez discret sur son travail. Quand il a su qu'il allait peut-être embauché chez Fleurus pour faire de la bande dessinée, c'était pas de l'illustration, sur des scénarios, je ne vais pas être sévère, mais un peu insipide, je dois dire, il a accepté, tout en recevant encore des conseils de Mézières, de Mébius, sans qu'il leur montre ce qu'il faisait à l'heure actuelle, parce que je crois qu'il n'a pas été très satisfait. Il a quand même travaillé pendant 2 ans, je pense, ou 3 ans, sur des scénarios d'une femme qui était médecin à l'OMS, avec des aventures incroyables. Isabelle Fantouri, oui. Et puis un autre, par contre, qui avait beaucoup plus plu, qui s'appelait Loup Gris, qui était fait par un type qui s'appelait, je crois, Claude Verrien, mais qui est mort prématurément. Et un autre qui s'appelait Bohémond de Saint-Gilles, qui correspondait plus à ses aspirations d'histoire, de heroic fantasy peut-être. Enfin, il y avait des personnages qui pouvaient ressembler à ça. Quand on a déménagé pour venir ici, il avait quand même toutes ces planches de sa jeunesse. Et il m'avait dit, je ne les garde pas. Et finalement, elles sont là. Je ne vais pas poser la question de son vivant, c'est bien dommage. Mais je me dis, s'il ne les a pas jetées, c'est que quelque part, peut-être que c'est intéressant de voir l'évolution de son travail. Mais je crois qu'elles ne peuvent pas intéresser grand monde, surtout sur la qualité des histoires. Oui, il n'empêche, la carrière du jeune André est désormais lancée, et s'il vivote encore, s'il n'a pas encore de reconnaissance publique, le succès va finir par arriver, mais ça on va le voir dans le prochain épisode.